Bienvenue à tout le monde. À Français Solidaire France, on est heureux de pouvoir continuer ce partenariat avec la DHUP. Donc, ça fait déjà plusieurs années. On vous propose chaque année un petit rappel sur le rapport d'activité que les OFS doivent rendre à leur préfet de région chaque année. Et donc, c'est l'occasion pour la DHUP de vous présenter légalement ce que vous devez rendre, mais également de vous montrer l'aspect pratique de ce que vous devez faire. Donc, je vais leur laisser la parole dès à présent. Merci Juliette. Du coup, je vais reprendre effectivement directement la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc Nathan Godelet, effectivement, je travaille à la DHUP au bureau de l'aménagement opérationnel avec Gabriel Deruche qui est avec nous aussi aujourd'hui dans le bureau de Camille Madouard-Rousseau qui est aussi là. Et vous me connaissez aussi peut-être parce que, enfin, on s'est peut-être déjà croisé parce qu'à mi-temps, je suis responsable de la plateforme Boris. Mais aujourd'hui, on va pouvoir parler effectivement de la campagne de suivi du BRS et du BRSA maintenant. Donc, je vais partager mon écran. Vous le voyez? Ouais, c'est bon. Parfait. Camille et Gabriel, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais j'oublie quelque chose à un moment donné. On va faire assez rapidement pour tout ce qui va être présentation et puis un peu tutoriel de comment marche la plateforme TimeTonic. Comme ça pourra laisser le temps à des questions-réponses si jamais il y a besoin. Ce qu'on vous proposait comme ordre du jour, c'était du coup rapidement voir, nous, par rapport à notre connaissance, l'état du déploiement du dispositif, le rappel du cadre réglementaire et le retour sur le dernier rapport national d'activité. Et dans un deuxième temps, effectivement, la présentation des modalités techniques. Donc, effectivement, un peu un tutoriel de comment on utilise TimeTonic pour faire le suivi du BRS et du BRSA. Sur l'état du déploiement du dispositif, à notre connaissance, selon nos informations, après le dernier recensement qu'on a fait fin janvier 2025, on voyait qu'il y avait 188 agréments d'organismes fonciers solidaires pour à peu près pour 155 structures en tant que telles, donc des structures pour certaines qui sont agréées dans plusieurs régions. Et si on regarde un peu la composition de ces agréments, on voit que plus de 60% le sont pour des organismes de logement social, donc qui est la majeure partie en fait des OFS aujourd'hui sont des organismes de logement sociaux. Et puis sinon, il y a quand même 35% de structures qui sont ad hoc. Parmi ces 66 OFS, donc ces 35%, on a 9 agréments pour des groupements d'intérêt public, 20 pour des associations loi 1901, 31 qui le sont pour des SKIC SAS. Et puis Nathan, ensuite... juste pour vous interrompre, les slides ne défilent pas. Donc, je ne sais pas si... Là, vous êtes toujours sur le... c'est bon. Sinon, je vais passer sur PDF, ça sera peut-être plus simple. Non, non, c'était bon, on attend maintenant. Ça avait changé, c'était juste au début quand ça ne fonctionnait pas. Ouais, c'est parce que j'avais... Ah bon? Bon, je vais quand même passer sur PDF, ça sera plus simple. Voilà. Donc voilà, là, normalement, vous devriez voir la diapositive. Oui. Ouais, c'est bon. Donc voilà, je disais effectivement qu'il y avait donc une décomposition des agréments OFS et il y a quelques petits points qui sont intéressants, notamment en cours de l'année 2024. Un OFS, un agrément OFS qui a été délivré à un établissement public foncier qui n'est pas local, dans le cas très spécifique de la Guyane. Sinon, maintenant, donc la fondation d'entreprise ICAD Pierre pour tous qui a du coup ces agréments dans plusieurs régions aujourd'hui. Donc voilà un peu les faits sur l'état du déploiement du dispositif.
On a donc, à partir de ce que vous nous avez transmis et ce que vous avez transmis au DREAL l'année dernière, rédigé un rapport d'activité qui sera publié incessamment sous peu. C'est une question de jours, puisque là, c'est bon, maintenant, il a été validé, il est maquetté, donc il va être publié. On pourra après, il y aura une communication d'ailleurs LinkedIn sur le sujet. Et on a souhaité vous donner quand même quelques retours de ce rapport. Donc, effectivement, on voit que le rythme d'agrément OFS reste soutenu après une légère baisse en 2022. Et par ailleurs, que le parc de logements en BRS continue de connaître une croissance très, très rapide. Vous l'avez déjà vu dans le cadre de l'Observatoire avec Foncier Solidaire France pour tout ce qui va être projet et commercialisation. Mais on le voit même, nous, quand on compte le nombre de ménages qui sont dans leur logement, un doublement entre 2022 et 2023, alors que même d'ailleurs, entre 2021 et 2022, on avait déjà vu un triplement. Donc, on voit effectivement quand même que le dispositif continue de croître. On a donc pour ce rapport d'activité 2023, après celui de 2022 et 2021, globalement fait des observations qui sont proches. Enfin, les 3 bilans, on a des observations qui sont proches, notamment que le BRS s'inscrit dans le parcours résidentiel des ménages modestes en leur permettant une sortie du parc locatif, avec plus de 50%, plus de 60% même des ménages qui viennent en fait du parc locatif pour devenir propriétaires d'un logement en bail réel solidaire. Mais nous avons constaté quand même l'année dernière une baisse de la part des ménages qui sont issus du parc locatif social. Donc, je ne sais pas si cela peut, enfin, c'est quelque chose que vous observez vous aussi sur le territoire, mais c'est quelque chose qu'on a vu au niveau national, sur votre territoire. Mais nous, on l'a vu au niveau national. Bon, bien sûr, pour ce qui est conditions de plafond de prix et vérification des conditions des plafonds de ressources, il ne semble pas y avoir de problème aujourd'hui. La plupart du temps, quand on voit sur TimeTonic des plafonds des revenus ou des prix qui sont supérieurs au plafond, c'est des erreurs, ou alors c'est des questions de on a intégré la TVA alors que c'était le prix hors taxe, enfin, voilà, ce genre de sujet. Et puis, de votre côté, certaines interrogations sont ressorties, en tout cas, c'est ce que nous ont fait remonter les DREAL. Toujours la surenchère foncière, enfin les surenchères foncières, qui est d'ailleurs en lien avec la place des promoteurs dans le dispositif, qui est un point qui est particulièrement sorti l'année dernière. Il y a aussi des interrogations sur les modèles économiques dans des zones très détendues, ou alors même des zones détendues sur le papier, mais qui ne sont pas vraiment détendues, typiquement dans des zones rurales touristiques, par exemple. Des interrogations sur l'obtention de la garantie d'emprunt des collectivités. Quelques interrogations sur les cas de revente, mais on en a eu moins que les années précédentes, et sur les élaborations des clauses de rachat. Donc voilà, pour avoir un peu le détail de ces sujets, effectivement, vous pourrez lire le rapport qui sera publié prochainement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est effectivement de passer aux modalités techniques d'établissement du rapport d'activité pour l'année 2024. Effectivement, pour chaque OFS, certains d'entre vous maintenant commencent à avoir l'habitude, et pour d'autres, ça sera peut-être la première année qu'il faudra rendre un dossier, un double dossier, même en réalité, puisqu'il faut effectivement rendre un dossier qualitatif qui doit être adressé à chaque préfet de région ayant délivré un agrément OFS, c'est-à-dire en fait à chaque DREAL. A priori, les DREAL ont pris contact avec vous pour avancer sur ce sujet, et à chacun des préfets de département aussi, dans lequel intervient l'OFS. Ça, c'est donc pour le dossier qualitatif. On verra après, de toute façon, ce qu'il faut mettre dedans, mais pareil, les DREAL ont dû vous donner des éléments sur le sujet. Ensuite, il y a aussi un dossier, donc ce qu'on appelle un dossier quantitatif, c'est remplir un fichier tableur qu'on vous a communiqué, ou de toute façon, si vous ne l'avez pas, je vous montrerai aussi pour le retrouver, sur une plateforme en ligne qui s'appelle TimeTonic, et dont vous avez le lien dans la présentation. De toute façon, on pourra vous partager la présentation juste après.
Quand ces 2 dossiers doivent être transmis, c'est au plus tard le 31 juillet 2025. Voilà. Et pour le contenu des dossiers du rapport annuel, on a repris effectivement l'article R329-11 du Code de l'urbanisme en mettant donc chaque critère. Vous pouvez voir chaque critère et ce qui est ce qui dépend du rapport qualitatif et ce qui dépend aussi du rapport quantitatif. Par ailleurs, peut-être que les DREAL ont pris contact avec vous pour aussi s'organiser collectivement sur cette campagne de suivi pour, on va dire que ça profite d'ailleurs, que ça profite à tout le monde, que ça profite à l'administration, comme ça, que ça puisse profiter aux OFS pour faire remonter des sujets. Donc, effectivement, je vous invite que si les DREAL on va dire, vous ont contacté pour avoir des informations à jouer le jeu. En général, c'est pour le bien de tout le monde. Voilà. Un petit point d'attention sur le contrôle de l'activité. Chaque année, effectivement, on le répète. Pour le R329-16 du Code de l'urbanisme dispose qu'un OFS qui ne transmettrait pas ses rapports d'activité ou les adresserait pas de manière incomplète durant 2 exercices consécutifs, et malgré une mise en demeure du préfet, pourrait voir son activité d'OFS suspendue, voire son agrément retiré. Donc, effectivement, il y a obligation de répondre à ce que j'ai présenté juste au-dessus, sous peine effectivement de sanction, de suspension d'agrément ou même que celui-ci soit retiré. Voilà, pour le point d'attention, il ne faut pas oublier effectivement à répondre au DREAL et à remplir à téléverser vos fichiers sur TimeTonic. Quand on rentre vraiment dans on va dire, l'aspect pratique, cette année, c'est assez simple pour ceux qui ont déjà dû faire ce travail l'année dernière, puisque le tableau pour le suivi des logements en BRS est le même que celui de l'année 2023. Voilà, c'est exactement le même. Par contre, suite au décret de juillet 2024 sur le BRSA, nous avons créé un nouveau tableau qui concerne les locaux d'activité en BRSA, qui est aussi à charger si vous êtes concerné. Nous, encore une fois, comme pour les logements en bail réel solidaire, les années précédentes, on a toujours demandé que ce soit que vous puissiez téléverser les lignes qui concernent les logements qui sont livrés avec ménages qui ont reçu les clés, qui sont entrés dans les lieux même plutôt. Et ben c'est pareil pour le BRSA. Donc on ne s'attend pas cette année, après un an de la sortie du décret, à ce qu'il y ait des locaux d'activité en BRSA qui existent. Cependant, si vous voulez téléverser des informations sur TimeTonic qui concernent qui concernent des projets de BRSA, vous le pouvez. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut-être effectivement nous aider après derrière pour améliorer le dispositif BRSA. Voilà, il y a une notice explicative qui définit l'ensemble des champs qui vous est adressé et qui est aussi sur la plateforme TimeTonic. Voilà pour on va dire, l'aspect très pratique. Et maintenant, on va pouvoir rentrer vraiment dans le tutoriel de la plateforme TimeTonic et comment on l'utilise. Il y a un formulaire qui est à remplir. Et ce formulaire, il est au lien que vous voyez ici, donc qui vous sera partagé juste après la réunion, avec un formulaire il y a seulement quelques champs. Donc ça, c'est si vous n'êtes pas inscrit déjà. Donc il faut remplir effectivement le prénom, le nom de l'utilisateur, le nom de l'organisme, OFS ou DREAL Drill, mais dans votre cas OFS, et puis le mail. Et puis, une fois que vous avez rempli ce formulaire, c'est moi qui dois après vérifier à intervalles réguliers les formulaires qui ont été remplis pour pouvoir vous envoyer après automatiquement. Alors, c'est pas depuis ma boîte mail, mais c'est c'est TimeTonic qui le fait automatiquement. L'envoi d'un mail pour une création de compte. Et après, vous pouvez rentrer vos logins et vos mots de passe et
nous, on n'a pas de visibilité sur tout ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, oui, c'est moi qui dois vérifier à intervalles réguliers, ce qui fait que des fois, vous pouvez remplir le formulaire et il peut se passer peut-être quelques jours vous, avant que je vous donne la main. Il faut pas, enfin, il n'y a pas de panique. Et si jamais, en fait, vous voyez qu'il y a un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse professionnelle et on verra comment avancer ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis, la plupart d'entre vous sont déjà inscrits. Pour les personnes qui sont déjà inscrits, il n'y a pas besoin de re-remplir ce formulaire. Et si vous avez un doute, en fait, pareil, envoyez-moi un mail plutôt que d'envoyer un formulaire pour que je puisse vous donner votre login si vous l'avez oublié. C'est vrai, le login, je l'ai, et qu'après, vous puissiez faire la manœuvre pour quand vous avez oublié votre mot de passe pour pouvoir en créer un nouveau. Voilà, c'est préférable que ça se passe comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un doute, il faut m'envoyer un mail sur mon adresse mail. Je la mettrai dans le chat juste après. Voilà pour l'inscription. La connexion, bah voilà, vous allez avoir l'adresse, vous avez l'adresse ici. Et puis bah oui, en fait non, effectivement, je l'avais déjà mis dans la présentation. Voilà, vous avez mon adresse mail qui est sur la slide. Ensuite, je vais arrêter mon partage. Donc après, c'est que des diapositives, on va dire, de tutoriels. Si jamais vous avez oublié, ça sera aussi présent sur la plateforme TimeTonic. Mais de toute façon, vous allez avoir le replay si jamais vous avez un problème. Ce que je vais plutôt faire, c'est partager mon écran TimeTonic. Voilà, et vous montrer comment ça marche. Donc là, voilà, normalement, vous devriez voir. Vous voyez mon écran là? Oui. C'est tout bon. Donc là, vous êtes... moi, c'est comme si je venais de me connecter à TimeTonic. Donc, j'ai été sur le lien précédent et j'ai rentré mon login et mon mot de passe. Vous allez vous retrouver Excuse-moi, sur... Nathan, je ne sais pas si je suis la seule, mais c'est plutôt un écran noir, moi, que je vois. Je ne sais pas pour le reste des participants et participantes. Non, c'est bon, j'ai bien l'écran TimeTonic. Moi aussi. Ok. Moi, j'ai un écran tout blanc, il n'y a rien. Ah bon? Bah, c'est... Non, il y a un patchwork. Ouais. C'est la première fois que je vois ça, qu'il y ait des écrans différenciés en fonction des personnes. Et là, j'ai relancé le partage. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. C'est bon, merci Nathan. Très bien. Donc voilà, vous êtes sur la page TimeTonic juste après connexion et vous allez avoir ce qu'on appelle un espace de travail qui s'appelle Ensemble des logements en BRS livrés. Et en fait, donc vous, c'est là que vous allez que tout va se passer pour vous et donc vous allez cliquer dessus. Et ici, vous allez vous retrouver donc avec des tableaux. Avec différents tableaux. Le premier tableau qui s'appelle Logement livré, c'est là où vous allez téléverser toutes les informations qui concernent les logements en BRS que vous avez livrés. Un tableau maintenant qui est apparu qui s'appelle le tableau BRSA, si jamais vous êtes concerné. Et puis, une base documentaire que vous voyez ici avec le guide d'utilisation de la plateforme, les fichiers CSV à charger si jamais vous les avez perdus ou si jamais vous avez un doute, et un fichier JSON qui va nous servir plus tard. Donc, retenez ça à ce stade qu'il y a ici un fichier JSON. Je redirai le mot JSON d'ici quelques instants. Et donc, vous pouvez aussi le récupérer ici. Ce qui va vous intéresser particulièrement, donc c'est bien ce tableau logement livré, avec ici l'onglet Mes logements en BRS. Vous avez à côté un onglet qui s'appelle Logement BRS Dreal, mais qui ne vous intéresse pas. Si vous allez dessus, de toute façon, vous n'allez avoir accès à aucune information. Et vous allez avoir accès, enfin c'est ici que vous allez téléverser toutes vos données et que vous allez pouvoir d'ailleurs les voir derrière et en faire des modifications si jamais il y a besoin. Le principe, c'est de téléverser directement donc vos données à partir du fichier CSV que vous aurez rempli. Et pour ce faire, il faut importer. Donc vous cliquez ici sur importer. Importer depuis CSV, ici. Et là, alors là, est-ce que vous êtes toujours... alors maintenant, je vais faire partager cet onglet à la place. Vous arrivez
sur cet onglet-là. Vous voyez bien l'onglet où il y a écrit sélectionner un fichier normalement. Et donc là, vous allez sélectionner votre fichier CSV. Donc moi, je vous fais un exemple. J'ai préparé aujourd'hui un fichier pour faire un import, un fichier très simple. Et ici, il faut sélectionner donc, le séparateur. C'est le séparateur des différentes colonnes du fichier CSV. Est-ce que c'est virgule, point virgule ou tabulation? Par principe, nous, les fichiers qu'on a partagés, ils ont un séparateur point virgule. Donc ici, sélectionnez point virgule. Et après, vous faites lire le fichier qui est ici. Voilà. Et là, vous vous retrouvez maintenant donc, dans l'écran d'association des champs, où vous allez avoir à gauche le nom de chaque colonne CSV, à droite le champ time tonic qui est affecté. Alors vous, si c'est la première fois que vous le faites, vous allez ici avoir en fait un choix, mais rien d'affecter aux colonnes CSV. Et pour information, sur la colonne du milieu, vous allez avoir les premières lignes de chaque colonne CSV. C'est pour que vous puissiez bien voir effectivement si pour le nom de l'OFS, vous avez bien les informations qui concernent. Donc, moi, j'avais écrit OFS test, mais dans votre cas, ce sera le nom de votre OFS. Ce qui est important pour vous ici, donc c'est bien d'associer les champs time tonic aux colonnes CSV. Donc pour ça, vous pouvez le faire à la main si vous le voulez, mais ça peut prendre un peu de temps en cherchant ici à chaque fois la bonne colonne, le bon champ associé à la bonne colonne CSV. Vous pouvez faire ça à chaque fois. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est charger ici les associations pour que ça soit plus rapide. Et c'est là où je reparle du fichier JSON qui est dans la base documentaire. Vous le téléchargez. Une fois qu'il est téléchargé, vous cliquez ici sur charger les associations. Et après, vous sélectionnez ce fichier une fois que vous avez l'écran de sélection de fichiers. Vous appuyez sur ouvrir le fichier et maintenant vous avez automatiquement l'association de chaque champ avec chaque colonne qui se fait. Vous pouvez vérifier ligne à ligne que c'est tout bon, mais là, dans le cas présent, par exemple, je vais aller assez rapidement et je vais voir que effectivement, jusqu'à même les dernières, on est bien, la colonne commentaire est bien associée au champ commentaire. Et pareil pour la colonne qui concerne les APL pour les PRS locatifs, c'est pareil. Et donc là, ici, tout est bon. Vous allez tout en bas de l'écran et vous appuyez sur OK, une fois que vous pensez que c'est tout bon. Donc j'appuie sur OK et vous cliquez sur démarrer l'import qui est ici. Voilà, donc moi, il n'y a qu'une seule ligne à importer. Voilà, vous voyez que c'est rapide, ça a pris 2 secondes et demie. Du coup, l'import a été réalisé avec succès. Et maintenant, vous pouvez fermer cette fenêtre, cet onglet dans votre navigateur. Donc, hop, je le ferme. Et là, vous ne voyez plus mon écran, j'imagine. Je vais le repartager. Là, vous revoyez du coup mon écran ensemble des logements en BRS livrés. Je vais faire une actualisation. Et voilà. Et maintenant, vous voyez que donc, la ligne est bien importée dans Time Tonic avec toutes les informations qui ont été remplies. Bon, moi, je vais supprimer cette ligne après cette visio parce que c'était une ligne pour tester. Mais voilà, vous avez l'idée. Pour le BRSA, c'est la même idée, encore une fois. Si vous avez votre fichier CSV, vous allez dans BRSA, vous cliquez sur importer depuis CSV, et c'est la même manipulation. Voilà. Donc, de mon côté, j'ai terminé effectivement le tutoriel Time Tonic. Si jamais vous avez des problèmes avec Time Tonic, pareil, vous envoyez un mail et on organise un échange rapide pour régler tout ça. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et puis de toute façon, oui, vous allez avoir accès.
Alors, c'est un fichier pour tous vos programmes BRS. Je vois effectivement des questions. Je pense qu'on va d'ailleurs pouvoir passer à la partie questions. Mais voilà, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à envoyer un mail pour régler tous les sujets. Chaque année, on a quelques sujets, mais on règle ça en bonne intelligence. Voilà de mon côté. Alors, merci Nathan. Alors déjà, il y avait les questions dans le chat. Il y avait notamment sur le nombre de personnes ayant accès à TimeTonic. Combien de comptes sont possibles par structure? Alors, c'est un compte par structure. Et si jamais il y a un changement, on va dire, dans la structure, qu'une personne est partie, c'est elle qui avait les logins et mots de passe, bah, vous nous le dites, et puis on crée un nouveau compte et on supprime l'ancien compte. Et bien sûr, on fait le transfert des données de l'ancien compte vers le nouveau. Ah, Juliette, votre micro est coupé. Oui, absolument. Du coup, une autre question sur le compte, c'est est-ce qu'on peut faire un compte générique pour l'OFS? Bien sûr, avec une adresse générique, si vous en avez une, pas de souci. Super. Alors ensuite, il y avait la question sur ce mapping, car le fichier SCE adressé par la DREL n'était pas forcément déjà mappé le même pour tout le monde. Alors le fichier, c'est le même pour tout le monde, c'est sûr, effectivement. Mais alors pour le mapping, c'est parce que c'est à partir de votre ordinateur. Si c'est la première fois que vous vous connectez à TimeTonic, il n'y a pas de mapping automatique par rapport à votre fichier CSV. C'est vous qui devez le faire. Mais si vous utilisez le fichier JSON, en fait, ça va vous prendre 5 secondes a priori, si c'est le temps qui vous pose problème. Bonjour Nathan, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Je suis Claire Vera d'Alpad en Haute-Savoie. C'est moi qui ai posé la question. C'est simplement pour vous demander, comme on va avoir un CSV standard, est-ce que vous ne pourriez pas nous envoyer ce fameux fichier d'association qui est une table de correspondance entre TimeTonic et le fichier CSV? Est-ce que vous ne pourriez pas nous transmettre en même temps que le fichier standard CSV la table d'association? Ça nous évitera tout simplement de le faire en fait. Si Merci vous beaucoup. voulez, oui, pas de problème. Merci. Si Juliette, ça vous va et que vous envoyez à tous les participants après derrière les documents, je vous partagerai tout ça et ça sera peut-être le plus simple Pas de derrière. souci. Ouais, je ferai un mail à tout le monde et tout sera aussi disponible sur le site internet de FSF. Comme ça, ce sera plus simple aussi pour ceux qui ne seront pas présents aujourd'hui. Et Juliette, on abuse de votre gentillesse, même si on a bien compris, ce sont les DREAL qui nous envoyaient ces fichiers, qui ne sont pas à télécharger sur TimeTonic. Est-ce que vous pourriez aussi nous envoyer un modèle avec les champs qui étaient présentés par Nathan? Tant qu'on n'a pas de compte, ça nous permet de voir quelles sont toutes les informations à donner opération par opération, s'il vous plaît. Si Nathan, vous avez le modèle. Oui, mais bon, a priori, ça vous a été envoyé par l'Adréal, le tableur Excel, a priori. En fait, c'est juste que, on peut toujours, hein, mais c'est juste pour pas que vous vous perdiez entre différents fichiers, si vous avez déjà commencé à travailler sur un fichier. Mais bon, très bien, pas de souci. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que les OFS qui ont posé des questions dans le chat veulent prendre la parole au fur et à mesure? Peut-être. On avait. Je peux continuer à lire, il n'y a pas de souci. Il y avait effectivement la question d'avoir l'adresse mail pour transmettre l'adresse mail pour vous contacter sur TimeTonic. Donc, je vous laisse faire Nathan. Nous devons bien rentrer tous les logements livrés en 2024, neufs et anciens. Ça ne va pas écraser les données existantes. Non. En tout cas, c'est pas prévu pour. C'est-à-dire que si vous rentrez, si vous téléversez de nouvelles données, elles se chargent à la suite des anciennes. Et si jamais, en fait, vous remarquez qu'il y a un... Mais en général, c'est plutôt nous qui le remarquons que des données sont écrasées. On vous contacte. En fait, quand des données sont écrasées, il y a toujours moyen de les retrouver et on fait en sorte que ça vous... en tout cas, que ça vous prenne pas du temps de votre côté. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Super. Et comment faire la déclaration si aucun logement n'est livré? Est-ce qu'une simple attestation est suffisante? Alors, quand aucun logement n'est livré, effectivement, c'est dans le dossier qualitatif que vous envoyez effectivement à l'Adréal.
et au préfet de département dans le qualitatif. De toute façon, vous allez bien faire part du fait que vous n'avez pas encore eu de programmes qui ont été, on va dire, enfin des ménages qui vivent aujourd'hui dans des logements. Et donc, pas besoin de rentrer quelque chose sur Time Tonic. Monsieur Brouillet, peut-être, ou Madame Brouillet. Oui, bonjour, je pose ma question à l'oral. Jean-François Brouillet, Alpad. On avait fait remonter un questionnement au cours d'une réunion au niveau de l'Aura HLM par rapport à la problématique des comptes financiers et de la certification des commissaires aux comptes. Par le biais de l'Aura HLM, cette question-là, elle était remontée au niveau de cette conférence. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des domaines de compétences de Nathan ou de Juliette, mais on a, nous, un gros questionnement par rapport à ce qui est exigé en matière de certification des commissaires aux comptes sur finalement des comptes financiers qui sont qu'un extrait de notre comptabilité générale. Alors, c'est le lieu, effectivement, pour en discuter. Ce n'est pas forcément mon domaine d'expertise, c'est plus le domaine d'expertise de Gabriel Deruche, mais qui est avec nous aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez en tout cas dire ce qu'il en est aujourd'hui, ou alors nous écrire un mail sur vos interrogations pour voir ce que... Si vous voulez, nous, depuis plusieurs années avec la DREAL, on fonctionne comme ça. En fait, on envoie une copie de notre rapport de gestion qui concerne finalement les comptes d'Alpad en tant qu'entité globale. Hein. Et dans ce rapport de gestion, il y a un paragraphe sur les mouvements comptables de l'exercice relatif à l'activité d'OFS. Et ça suffit à la DREAL. Et les commissaires aux comptes, eux, en fait, ils ont attesté les comptes globaux d'Alpad, pas les comptes financiers de l'OFS. Et ce questionnement, il était partagé par tous les directeurs financiers qui étaient présents à la réunion de l'Aura HLM sur finalement ce qu'il faut vraiment produire par rapport à ce niveau-là. En fait, est-ce que la partie dépenses et recettes, bonjour à toutes et tous d'ailleurs, excusez-moi, est-ce que la partie dépenses et recettes liée à l'activité d'OFS apparaît de manière indépendante dans votre rapport d'activité globale? Enfin, indépendante, de manière où on a vraiment la part des dépenses et des recettes liées à l'activité BRS chiffrée qui apparaît dans ce rapport. Est-ce que c'est le cas ou non? De quel rapport vous parlez du rapport, du rapport d'activité OFS? Non, dans votre rapport d'activité financier pour votre structure dont vous parlez, que vous envoyez justement. On mentionne à la fois les flux de résultats, les recettes et les dépenses relatives à cette activité-là, qui sont pour l'instant très, très, très marginales, et également les flux d'investissement par rapport au terrain qui ont été, la partie foncière qui a été consacrée aux opérations en BRS. Ça, on le mentionne clairement dans notre rapport de gestion. Et voilà. Et dans le rapport d'activité OFS, on a juste un petit tableau Excel où on rappelle ces flux-là, mais ce rapport, ces comptes financiers OFS ne sont pas attestés, certifiés par les commissaires aux comptes en tant que tels, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Non, mais en fait, effectivement, j'ai employé le terme rapport d'activité au lieu de rapport de gestion, pardon pour la confusion. Mais si effectivement ces éléments apparaissent bien dans vos rapports de gestion de la structure de manière générale et que ces rapports-là sont bien étudiés par des commissaires aux comptes et certifiés, et qu'ensuite il y a vous faites une extraction en fait pour simplifier pour la DREAL dans un tableau qui permet d'identifier vraiment les flux financiers liés à l'activité OFS dans votre rapport d'activité OFS, alors c'est suffisant. Mais il faut, si vous voulez, bien que dans votre rapport de gestion, ces chiffres apparaissent très clairement. Oui, ok, c'est le cas. Y compris au sein, et en fait, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, y compris au sein de votre activité de manière générale. Pour qu'on voit bien comment est-ce que sont utilisés et comment est-ce que sont gérées les dépenses. Utilisez les investissements et faites les dépenses. Okay, c'est le cas. Enfin, on fonctionne comme ça. Alors, ça convenait à la DREAL, mais la DREAL n'avait pas non plus la capacité à répondre clairement en disant que c'était une méthode valable. Donc,
On peut continuer donc comme ça. Oui, OK. je confirme. Donc, il y a encore d'autres questions également sur devons-nous tout inclure des éléments relatifs aux perspectives? Ou est-ce que c'est que le livret? Alors, pour tout ce qui est éléments relatifs aux perspectives, c'est du qualitatif. Donc, ça, c'est dans votre rapport à l'ADREAL, enfin, dans le cadre de vos échanges à l'ADREAL, que vous pouvez aborder ces sujets-là. Si jamais vous voulez, en fait, téléverser des informations sur des logements qui ne sont pas complètement livrés, vous pouvez dans Time Tonic, mais nous, on ne basera pas notre rapport 2024 sur ces informations. D'ailleurs, visiblement, il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas reçu le fichier de la part d'Edreal. Donc, si Nathan, vous pouviez le mettre dans le chat pour que les gens puissent le récupérer, ça serait cool aussi. Oui, ou sinon, juste vous l'envoie à vous, Oui. Juliette, et puis vous transmettrez juste derrière. On peut faire ça aussi. Il y a également des questions sur la différence entre le rapport d'activité qui se fait donc sur cette plateforme et la déclaration d'activité. Donc, quelle est la différence entre cette déclaration et le rapport adressé à l'ADREAL qui comporte plus de littéraire? Alors, la déclaration d'activité, j'imagine, c'est le rapport d'activité qualitatif. C'est en tout cas ce que vous entendez par déclaration. Non, alors, je comprends que le rapport d'activité se fait sur une plateforme en termes de déclaration d'activité. Donc ça, c'est pour tout ce qui est quanti. En fait, il y a des critères, notamment le prix, les ressources des personnes, les surfaces de chaque logement. Tout ça, on est sur des informations qu'il est plus pratique pour nous de lire sous forme de tableau. Et donc, on vous demande effectivement de nous envoyer un tableau. Derrière, votre activité ne se résume pas à des chiffres et du coup, toutes les informations qui sur votre activité qui rentreraient moins bien sous forme de tableau, pardon, on vous le demande sous la forme effectivement d'un rapport qualitatif avec plus de littéraire. Voilà. Mais pour ce rapport qualitatif, je vous invite effectivement à vous tourner vers votre DREAL qui, pour le coup, chaque DREAL, en fait, doit faire un rapport qui est régional. Hein, c'est une compétence du préfet de région de faire un rapport d'activité régionale. Et derrière, les DREAL nous partagent leurs rapports régionaux pour qu'on puisse en faire le rapport national. Mais c'est pour ça qu'effectivement, sur tout ce qui va être qualitatif, je vous invite à vous tourner vers votre DREAL si vous avez des questions plutôt. On a également des questions sur qu'en est-il des ventes BRS dans l'ancien? Quelles informations doit-on communiquer? Eh ben, c'est une colonne spécifique dans le tableau. Vous avez une colonne où vous pouvez effectivement dire si on est dans du neuf, dans de la réhabilitation ou dans de la vente HLM. Tout est dans la notice. Si jamais, même en ayant lu cette notice et en ayant vu cette colonne, vous avez une question, vous m'envoyez un mail et puis on peut voir par rapport à votre cas ou comment il faut remplir le tableau. Ouais, vas-y, Dié. On t'entend pas. Bonjour, Dieba du coup pour la COP foncière. Moi j'ai une petite question parce que j'inverse toujours avec l'Observatoire. Au niveau de Time Tonic, on est censé mettre uniquement les logements livrés en 2024 mais également cédés à un ménage ou uniquement les logements cédés à un ménage en 2024? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Ah, Il faut mettre les logements où, en 2024, les ménages sont entrés dans les lieux. oui, donc livré et cédé en 2024, c'est ça. Et Ok, cédé. donc vous entendez livrer et céder. Parce que pour moi, en fait, dans certains OFS, par exemple, peuvent céder en VFA des années avant la livraison. Et les ménages vont rentrer dans les lieux 1-2 ans plus tard après la session. Donc, Oui, après la session, mais du coup, une fois que c'est livré, si c'est cédé, en général, ils ont en même temps les clés. Donc, ok, d'accord, c'est clair pour moi, merci. Petite question technique pour l'import des fichiers. Est-ce que vous nous conseillez de faire un fichier par programme et d'importer programme par programme, ou est-ce qu'on peut tout mettre sur le même fichier et on fait un import global? moi, je vous conseille de tout mettre sur le même fichier, vous gagnerez du temps. D'accord, ok.
Excusez-moi, je crois qu'il y a une question, je pense que ça a été répondu. S'il y a une revente, si on a quelqu'un qui a vendu, si on a un nouvel occupant dans le logement, il faut le noter. Si c'est un logement qui avait déjà été noté, par exemple, en 2023, mais qu'il a été revendu. Et bien effectivement, alors il faut le remettre et vous avez une colonne spécifique alors je vais vous retrouver le titre exact de la colonne. Mais il y a une colonne pour indiquer que effectivement c'est un logement, enfin il y a une revente. La colonne s'appelle changement de propriétaire. Le logement en BRS a-t-il fait l'objet d'une cession après un changement de propriétaire? Donc c'est la même si la ligne elle était déjà là en 2023, vous la remettez avec du coup les nouvelles informations qui concernent d'ailleurs le nouveau propriétaire et le prix de vente aussi qui a pu évoluer. Vous mettez oui, cette colonne, le logement en BRS a-t-il fait l'objet d'un changement de propriétaire? Et puis nous, après, derrière, on va pouvoir faire nos exploitations en ne faisant pas de double décompte de logements par ailleurs. Dans ce cas-là, du coup, moi je l'ai la colonne, hein, donc pour l'instant c'est marqué non, mais si j'ai une revente, donc je mettrai oui et je remettrai le même logement, les mêmes caractéristiques, mais avec les coordonnées d'un autre ménage. C'est bien ça. C'est ça. Et puis tout ce qui aura changé, notamment effectivement, je pense au prix et aux ressources du ménage, il faut effectivement l'intégrer ici. D'accord. Et à chaque fois, donc c'est un nouvel import. Chaque année, je remettrai l'ancien fichier mis à jour et je ferai l'import et ça se fait automatiquement. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Par C'est-à-dire qu'une fois que vous exemple, avez importé des... alors en 2024, par exemple, je vais faire l'import de tous mes fichiers, tous mes programmes avec mes acquéreurs. Et en 2025, j'aurai un logement qui aura été cédé. Donc, j'aurai mis à jour le fichier de base Excel et je refais un import. Donc, le nouvel import viendra écraser l'ancien et j'ai une mise à jour par la nouvelle import où il faut que je fasse la modif directement sur le Time Tonic. Alors, en fait, quand vous importez des fichiers sur Time Tonic, ils ne s'écrasent pas. Donc, si vous importez un premier fichier et derrière vous importez le même fichier avec des modifications, en fait, vous allez avoir des informations, il y aura des doublons. On va le remarquer rapidement. Si vous le faites, c'est pas très grave. De toute façon, on s'en rend compte. Mais essayons d'éviter. Le mieux, effectivement, c'est que vous importez toutes les informations pour toutes les sessions de 2024. Et si vous avez des cas de revente après en 2025 et qu'il faudra remplir en 2026, à ce moment-là, ce sera des nouvelles lignes où il y aura cette colonne. Le a-t-il fait l'objet d'un changement de propriétaire? Et vous allez pouvoir juste importer des nouvelles lignes sans écraser ce qui a été... Donc en fait, le fichier, il est valable une année, je fais l'import, et l'année suivante, c'est mes nouvelles livraisons et éventuellement les modifications. Et en fait, c'est tout ce qui est nouveau d'une année à l'autre. Donc en fait, j'aurai des fichiers Excel par année, 2024, 2025, 2026. D'accord, ok. Petite question, il y a quelque chose que je ne savais pas. En attendant, je ne suis pas du tout dans le Time Tonic. Il y a des promoteurs qui font du BRS. Je crois que c'était réservé qu'aux organismes HLM, donc je ne savais pas. Parce que normalement, il faut garantir une sécurisation. Comment ça se passe? C'est-à-dire que les promoteurs peuvent commencer à faire du BRS? Moi, je pensais que c'était destiné qu'aux opérateurs HLM. Alors, l'agrément d'organisme de foncier solidaire doit être donné à une structure effectivement qui est sans but lucratif ou à lucrativité limitée, c'est-à-dire que si vous faites du bénéfice, l'entièreté de ce bénéfice doit être réinvesti dans votre activité qui est le BRS. Ce ne sont pas forcément des organismes de logements sociaux, il y a effectivement donc, des associations, des groupements d'intérêt public, des établissements publics fonciers locaux, etc. Si j'en oublie, je suis désolé, mais vous avez l'idée. Ça, c'est donc l'agrément qui est donné par le préfet de région. Les promoteurs ne peuvent pas être agréés au FS puisqu'ils sont des sociétés anonymes et qu'ils, du coup, ont un objectif de rentabilité. Cependant, un OFS, derrière, il peut avoir des opérateurs et aussi, il doit acheter les terrains. Et
peut acheter des terrains qui appartiennent à des promoteurs privés, qui après, derrière aussi, peuvent être un opérateur pour faire du logement dans des programmes. Et donc, c'est la question après, derrière, de la place des promoteurs. C'est dans tout ce montage, quelle marge peut se faire le promoteur, comment l'OFS se place par rapport à cela, est-ce que ça a un impact sur la montée des prix. Enfin, voilà, ce sont toutes les questions qui apparaissent depuis maintenant quelques années. Et la sécurisation, du coup, elle est apportée par l'OFS et pas par le promoteur? Comment ça se passe? C'est que c'est l'OFS qui sécurise les acquéreurs, parce que pour avoir la TVA 5.5, il faut acheter en résidence principale, il faut sécuriser normalement, et dans le cadre du BRS. Donc, du coup, comment ça se passe? C'est l'OFS qui sécurise, qui s'engage à reloger, c'est un problème? Je vois, Gabrielle, que tu voulais y répondre. Oui, c'était pour si tu avais besoin. En fait, effectivement, comme le disait Nathan, je suis désolée, j'ai la voix cassée, ça doit être un peu désagréable. Comme le disait Nathan, en fait, les promoteurs, ils ne peuvent pas être agréés au FS. Donc, c'est vraiment l'OFS qui, lui, est agréé et qui, du coup, a démontré, au même titre qu'un organisme de logement social, sa capacité à céder les droits réels immobiliers en BRS en respectant une réglementation qui s'applique pour tous les baux réels solidaires. Donc, en fait, même s'il y a eu un travail avec un promoteur pour acquérir le terrain, par exemple, comme le disait Nathan, derrière un OFS, peu importe sa forme sociale, qui sera toujours non lucrative, il doit signer des baux réels solidaires dans les mêmes conditions, les conditions qui sont prévues par la réglementation et qui s'appliquent à tous les OFS. Et donc, il y a les mêmes règles de sécurisation, c'est-à-dire le prix qui doit être plafonné, etc., le ménage qui doit être en dessous de certains plafonds de ressources, et ensuite des règles d'indemnisation en cas de rachat des droits réels immobiliers, par exemple. Donc, en fait, les règles qui s'appliquent au BRS s'appliquent à tous les BRS, peu importe la forme sociale de l'organisme de foncier solidaire. Par contre, ce que vous appelez sécurisation est lié effectivement aux organismes de logement social qui peuvent, de manière volontaire, ajouter la sécurisation HLM, les garanties de sécurisation HLM en BRS, y compris si c'est de la vente HLM en BRS. Dites-moi si ça manque de... Si j'ai bien compris, la sécurisation n'est pas obligatoire? La sécurisation le terme sécurisation HLM, vraiment, les termes qui s'appliquent à la vente HLM ne sont obligatoires que si vous faites vente HLM en BRS. Mais par contre, toutes les règles qui sécurisent le bail réel solidaire, qui s'appliquent en application du code du CCH des articles L255-1 et suivants, sont obligatoires. Pour les BRS. Excusez-moi. Bonjour, Lucine bonjour. Emilia. Juste pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Gabriel, la sécurisation HLM, elle s'applique aussi, pas que sur la vente HLM. La vente HLM elle est de 10 ans et elle est de 15 ans pour la vente neuve aussi, mais uniquement effectivement quand c'est l'OFS qui décide volontairement de l'accorder quand on est en BRS opérateur, mais c'est vrai que ce n'est pas une obligation. Ou lorsque l'OFS est à la fois maître d'ouvrage et OFS, et il accorde les droits réels directement à ses preneurs, et là, il est dans l'obligation, effectivement, de prévoir aussi cette sécurisation HLM de 15 ans, qui lui permet d'ailleurs d'avoir l'exonération de l'IS aussi. D'accord. Donc, en fait, un OFS qui travaille avec un promoteur, le promoteur ne pouvant pas apporter la sécurisation, doit lui-même apporter la sécurisation. C'est à l'OFS de le faire. En fait, le promoteur, il ne cède pas les droits réels immobiliers. Le promoteur, il ne fait pas de bail réel solidaire. Il fait de la construction, il cède le terrain. En fait, il fait partie des acteurs qui sont autour et qui permettent à l'OFS de créer des opérations de bail réel solidaire. Mais les baux, vraiment, ils ne sont gérés que par les organismes de foncier solidaire. D'accord, parce que moi, actuellement, en fait, je suis opérateur et OFS, et des fois, je suis opérateur avec d'autres OFS. Donc, si je comprends bien, quand je suis juste opérateur, je ne suis pas obligée d'apporter la sécurisation HLM. C'est à l'OFS de le faire. En fait, il y a deux sécurisations. Il y a la sécurisation de l'OFS et la sécurisation en tant qu'opérateur HLM. Donc, si vous êtes un organisme HLM et que vous êtes l'opérateur qui crée, qui construit les BRS,
vous devez apporter cette sécurisation HLM pour entrer dans votre SIEG. Par contre, si je suis opérateur pour un autre OFS, c'est pas à moi d'apporter la sécurisation, c'est à l'OFS. Non, en fait, si vous êtes opérateur HLM, dans tous les cas, que ce soit votre oui, OFS d'accord, ou donc pas, en fait, c'est en tant qu'opérateur D'accord. HLM. Mais par contre, un opérateur non HLM qui travaille avec un OFS, là, c'est l'OFS qui est obligé d'apporter des garanties. En fait, il y a deux types de garanties. Il y a vraiment les garanties qui sont l'OFS, qui sont à l'OFS et qui là sont inscrits dans les baux. Et à côté, quand il y a un opérateur HLM, il y a la sécurisation HLM. Mais c'est vraiment deux sujets différents. Donc effectivement, si un OFS travaille avec un promoteur privé et que l'OFS n'a pas de partenariat avec un organisme HLM en interne, eh ben, et qu'il n'y a pas de décision dessus, ben effectivement, il n'y aura pas de sécurisation HLM en plus de la des indemnités de la sécurisation qui est due par l'OFS dans le baux et dans la loi. C'est choquant. Ça veut dire que les promoteurs, ils n'ont pas les mêmes obligations. Et donc, en fait, on peut faire du BRS, bénéficier de la TVA 5,5 sans apporter la sécurisation. Ah, je suis quand même assez étonnée. Bah, c'est pour des questions après d'IS. Mais voilà, on ne paye pas IS. Alors juste, on va essayer de Il y a revenir sur le sujet de départ, s'il vous plaît. Plus aux opérateurs HLM qu'aux promoteurs. C'est pour ça que excusez-moi, j'ai creusé, mais je trouve qu'il y a un problème dans la loi. C'est hyper choquant. C'est-à-dire que les pauvres acquéreurs qui vont acheter à des promoteurs, mais ils n'auront pas la sécurisation, alors que s'ils achètent un opérateur HLM, ils auront la sécurisation. Je pense qu'il y a une petite faille, il y a un petit truc bizarre. Excusez-moi. Je comprends très bien votre coup de gueule, mais effectivement, peut-être revenons à la réunion et reparlons-en à un autre moment, parce qu'il me reste 4 minutes. C'est exactement après, je vais devoir vous laisser de mon côté. Voilà. Du coup, il y avait la question sur les OFS agréés dans plusieurs régions, s'il faut uploader sur TimeTonic un fichier par région ou si un seul fichier avec toutes les régions est suffisant. Un seul fichier avec toutes les régions est suffisant. En fait, après, chaque DREAL a accès aux informations des régions et il n'y a pas d'interfération. Ça se fait automatiquement quand vous importez. Nathalie Vermy, si vous avez de la main levée, si vous voulez prendre la parole. Oui, mais c'était pour revenir sur le sujet d'avant et j'ai compris que vous vouliez l'arrêter, donc je vous poserai la question par écrit. Nous en sommes désolés, effectivement. C'est des sujets passionnants, mais effectivement, parlons-en au bon moment. Je vous enverrai un petit mail, Nathan, si vous êtes d'accord. Alors, à moi, mais à Gabriel et puis à Camille aussi. Si vous m'envoyez qu'à moi, je leur transférerai. Envoyez-le-moi et je le transférerai de toute façon. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions du chat. Si j'en ai oublié une, n'hésitez pas à lever la main et à poser votre question, à prendre la parole. Oui, allez-y. Oui, bonjour Arnaud Legros, les résidences. Au début de vos propos, vous expliquiez, alors on est nouveau, hein, nous, en tant qu'OFS, donc on découvre tout ça. Au début, vous avez expliqué que la saisie de toutes ces données-là était faite pour le bien de tous. Je ne comprends pas l'intérêt pour nous de faire de fournir autant d'informations. Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit, si vous voulez tout savoir. J'ai dit que pour le bien de tous, c'était mieux de coopérer avec les DREAL pour les bilans qui sont qualitatifs, pour pouvoir en retirer un rapport au niveau régional qui dit quelque chose et qui peut vous servir par ailleurs en fait à avoir une visibilité sur le dispositif BRS, ou alors vous permettre on va dire, faire remonter des points d'inquiétude de votre côté. Ça, c'est là où j'y vois l'intérêt pour vous. Pour ce qui est des remontées réglementaires, c'est la réglementation et il faut, je pense, s'y plier. Voilà. Vous mesurez à quel point tout ça, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de bureaucratisme pour un intérêt quand même, somme toute, assez limité. Moi, je pense que c'est pour un contrôle de TVA. Et dans nos futurs contrôles en cols aussi, je pense. On revient à des sujets contrôle. qui sont tout à fait passionnants par ailleurs, mais aujourd'hui, on était vraiment sur le trait technique. Effectivement, on peut disserter pendant longtemps du contrôle de l'État et de son utilité. Non, parce que TimeTonic, ça veut dire que c'est double saisie pour nous, parce que nous, tout ça, toutes ces saisies-là dont vous parlez, on les a de toute façon, de fait, pour réaliser les opérations en BRS. Donc, elles sont déjà saisies chez nous. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut faire une deuxième saisie dans TimeTonic.
Et c'est là que ça pose problème. Nous, vous fournir les données, il n'y a aucun problème, sous le format qu'on les a initialement, mais les ressaisir dans TimeTonic, c'est double saisie, c'est ça que je voulais aussi Ok, d'accord. C'est un autre sujet, effectivement. Alors, sur ce sujet-là, effectivement, on a bien conscience que nous, on est encore sur quelque chose d'assez artisanal, hein, le dispositif est assez récent, et on est en train de travailler de toute façon à pouvoir améliorer tout ça pour éviter les doubles saisies, ce genre de sujet. Bon, par ailleurs, effectivement, maintenant, ce qu'on a observé au bout de quelques années, c'est que à force, les OFS, alors c'est la première année, c'est peut-être toujours un petit peu compliqué, mais maintenant, c'est assez simple pour beaucoup d'OFS qui, bon, c'est les OFS qui ont dû s'adapter à notre mode de faire, mais qui ont gagné du temps. On reviendra vers vous, hein, sur les sujets suivis du BRS et tout ça. Le projet, c'est de pouvoir intégrer le suivi du BRS dans le système d'information des aides à la pierre. Et voilà, donc on est en train de travailler sur ce chantier. On reviendra vers vous avant même que on vous sollicite par ailleurs. Mais on a bien conscience effectivement qu'on est encore sur quelque chose d'assez artisanal et qui peut parfois créer de la frustration sur le sujet technique. Il y a encore deux questions. Une dernière question. Ah, deux questions, parfait. Deux questions et ça avance, super. Alors, je ne comprends pas pourquoi il faut déclarer uniquement les logements livrés sur TimeTonic, qui permettent de rentrer dans le quota SRU. Je ne suis pas sûr de comprendre encore une fois la question. Il faut déclarer uniquement les logements livrés sur TimeTonic parce qu'effectivement, ce sont les logements qui nous intéressent pour le suivi SRU pour le BRS, puisque la déclaration des logements, le suivi SRU pour les logements en BRS sont à la mise en service et que nous considérons que la mise en service, c'est l'entrée du ménage dans les lieux. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question, mais je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris. Ce n'est pas que les logements qui rentrent dans le quota SRU. Et ensuite, dernière question, le fichier SCV comporte-t-il des paramètres spécifiques aux opérations en BRS opérateur avec un promoteur? Non. Il y a une ligne qui, quand même, il n'y a pas de spécificité, mais il y a quand même une colonne, par contre, dans laquelle on précise un peu l'origine, décidément, je suis désolée, l'origine de l'opération. En fait, voilà. À ce moment-là, il y a une information qui est demandée sur on ne sait pas si c'est opérateur, qui est l'opérateur, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Et tout sera disponible rapidement sur le site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, notre journée. Merci bien. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.